Elle fut contrainte de consommer son mariage à 3 reprises, en une seule nuit. Non par désir, ni même par tradition, mais comme un acte juridique implacable, exécuté sous le regard attentif de notaires, de diplomates et de rivaux politiques venus documenter le moindre détail. Nous sommes à l'apogée de la Renaissance italienne, et la femme, au cœur de ce rituel d'humiliation sexuelle, parfaitement documenté, n'est autre que Lucrèce Borgia. Pour la plupart des historiens, cette nuit marqua l'apogée de sa dégradation. Le moment précis où son corps fut publiquement réduit à un objet de preuve, une simple garantie charnelle scellant un contrat politique. Mais les documents de l'époque, ceux qui ont survécu aux flammes de la censure, suggèrent une vérité infiniment plus complexe et périlleuse. Ce qui se produisit après la 3e consommation, ce qui fut consigné sur ses parchemins alors qu'elle se trouvait encore dans le lit nuptial, ne signait pas la fin de son histoire. C'était le commencement de sa plus profonde transmutation. Cette nuit, orchestrée pour être sa prison définitive, devint paradoxalement l'arme secrète qui assura sa survie et la blinda de façon permanente contre les annulations et les assassinats qui avaient anéanti ses unions précédentes. Bienvenue dans notre alcôve, où les secrets les mieux gardés de l'histoire sont enfin révélés. Si vous appréciez cette plongée dans les coulisses du pouvoir et que vous souhaitez découvrir d'autres vérités censurées, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Votre soutien est essentiel. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes et laissez un j'aime sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays, quelle ville ou quelle région de France vous nous rejoignez. Et surtout, quelle figure historique, quelle reine ou quelle impératrice aimeriez-vous que nous exposions dans nos prochains épisodes? Votre participation est notre plus grande source d'inspiration. Pour saisir l'ampleur de cet événement, il faut abandonner notre vision moderne de l'Italie. À la charnière du XVe et du XVIe siècle, la péninsule n'est pas une nation unifiée, mais un échiquier politique morcelé et impitoyable. Des cités-États puissantes comme Florence, Venise et Milan, ainsi que le royaume de Naples, se livrent une guerre d'influence perpétuelle. Au centre de ce jeu mortel se trouvent les États pontificaux, dirigés depuis Rome non pas comme un simple centre spirituel, mais comme une monarchie temporelle agressive. Le pouvoir suprême est alors détenu par le pape Alexandre VI, né Rodrigo Borgia, le père de Lucrèce. L'ambition dévorante des Borgia est d'utiliser l'autorité de l'Église pour bâtir un empire dynastique durable au cœur de l'Italie. Dans ce climat de paranoïa juridique généralisée, les traités sont éphémères et les alliances se font et se défont au gré des intérêts. Le mariage n'est pas une affaire de sentiments, c'est l'instrument politique le plus puissant, mais aussi le plus volatile. C'est le levier par lequel les Borgia tentent d'asseoir leur domination, et le corps de Lucrèce est leur principal atout contractuel. Les acteurs de ce drame juridique ne sont pas de simples aristocrates. Au centre de l'échiquier se tient Lucrèce Borgia. À seulement 21 ans, elle n'est déjà plus innocente des manœuvres cruelles du pouvoir. Elle est la fille du pape, Alexandre VI, un pontife dont l'ambition familiale dévorante consume l'Italie. Elle est également la sœur de César Borgia, le stratège militaire impitoyable qui utilise le poison et le poignard aussi aisément que les traités diplomatiques. Lucrèce a déjà vu 2 de ses unions s'effondrer. La première, avec Giovanni Sforza, fut annulée pour impuissance présumée, une humiliation publique orchestrée par sa propre famille pour dissoudre un contrat devenu inutile. Le second, Alphonse d'Aragon, fut brutalement assassiné, très probablement sur ordre de son propre frère. Lucrèce sait donc intimement ce qu'il en coûte d'être une alliance ratée. Son nouveau prétendant, Alfonso d'Este, héritier du puissant duché de Ferrare, est un soldat pragmatique, méfiant et parfaitement conscient de la réputation sulfureuse des Borgia. Il exige des garanties que nul ne pourra contester. L'instrumentalisation du corps de Lucrèce n'a pas commencé dans la chambre nuptiale. Elle fut méticuleusement planifiée des mois auparavant dans les chancelleries et les antichambres secrètes de Rome et de Ferrare. Pour comprendre la nature de ce contrôle, il faut saisir la paranoïa juridique qui dévorait l'Italie de la Renaissance. Le mariage était la monnaie d'échange la plus précieuse, mais sa validité reposait sur un acte unique, privé et invérifiable, la consommation. Or, l'histoire personnelle de Lucrèce était précisément une litanie d'alliances annulées ou rompues. Son premier mariage avec Giovanni Sforza avait été dissous par son propre père, le pape Alexandre VI,
pour un motif d'impuissance présumée et de non-consommation. Cette annulation, un pur acte de convenance politique, avait créé un précédent terrifiant. Si le pape pouvait dissoudre une union en invoquant l'absence de preuves charnelles, qu'est-ce qui l'empêcherait de le refaire? La famille du marié, les d'Este de Ferrare, était l'une des plus anciennes et des plus fières d'Italie. Ils se méfiaient profondément des Borgia, cette famille d'arrivistes espagnols à la réputation sulfureuse. Pour eux, ce mariage était un pacte avec le diable, et ils exigeaient des garanties à la hauteur du risque. La légende noire de Lucrèce n'était pas seulement une question de moralité, c'était un problème juridique. Était-elle encore vierge, comme l'exigeait la coutume pour une première épouse de ce rang? Ou, pire, portait-elle l'enfant d'un autre? La moindre ambiguïté pouvait servir de prétexte à une future annulation, soit de la part des Borgia, si l'alliance ne leur convenait plus, soit de la part de leurs ennemis. De leur côté, les Borgia avaient un besoin tout aussi désespéré que cette union tienne. Après l'assassinat du deuxième mari de Lucrèce, Alphonse d'Aragon, un échec de plus était inenvisageable. Cette troisième union devait être permanente, inattaquable, scellée dans la pierre. C'est ici que s'opère l'alchimie juridique. Le problème était de savoir comment transformer un acte intime et secret en un fait légal, public et irréfutable. La réponse fut de concevoir un rituel qui ne laisserait aucune place au doute, un mécanisme de contrôle absolu qui neutraliserait préventivement toutes les contestations futures. Ce ne fut pas une simple nuit de noces, ce fut une procédure judiciaire exécutée sur un corps vivant. Les archives diplomatiques et les chroniques de l'époque, bien que discrètes, décrivent les mécanismes de surveillance mis en place. Dès son arrivée à Ferrare, Lucrèce n'était plus une personne, mais une preuve. Elle était entourée de dames de compagnie choisies non pour leur amitié, mais pour leur loyauté au d'Este. Chaque robe qu'elle portait, chaque repas qu'elle prenait était scruté. Il est presque certain que des inspections corporelles ont eu lieu, non pas par des médecins, mais par des matrones désignées, chargées de vérifier les signes de virginité ou, à défaut, l'absence de grossesse récente. Mais la véritable innovation fut le rituel de la consommation elle-même. Les manuels de droit canonique de l'époque étaient formels. Un mariage ratum sed non consummatum, ratifié mais non consommé, pouvait être dissous. Pour le rendre indissoluble, il fallait la copula carnalis. Les Borgia et les d'Este ont donc conçu un protocole public pour prouver cette copula au-delà de tout soupçon. La tripla consummação n'était pas un acte de débauche, mais une construction juridique. La présence de témoins n'était pas fortuite, elle était essentielle. Ces témoins n'étaient pas de simples gardes, c'étaient des notaires apostoliques, des ambassadeurs de Venise, de France et des autres États italiens, ainsi que les plus hauts membres des deux familles. Chaque étape était conçue pour démanteler un argument juridique précis. La première consommation prouvait la virilité du futur duc, Alfonso d'Este, et l'absence d'un potentia coendi, l'argument même que les Borgia avaient utilisé contre Sforza. La deuxième prouvait la fertilité et l'aptitude de Lucrèce, écartant tout prétexte de maladie ou d'incapacité physique de sa part. La troisième scellait l'alliance de manière irrévocable, une répétition si excessive qu'elle rendait absurde toute tentative future de contestation. En une nuit, sous le regard de l'Europe politique, le corps de Lucrèce fut transformé. Il cessa d'être une simple garantie contractuelle pour devenir le document légal lui-même, une preuve vivante et incontestable qui la protégeait enfin. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement une anecdote scandaleuse, c'est une analyse des mécanismes juridiques qui utilisèrent le corps féminin comme un document. C'est le genre de vérité qui se cache derrière les portraits élégants que nous voyons dans les musées. Si cette exploration des archives interdites vous captive, si vous sentez que ces révélations changent votre regard sur le passé, alors votre place est parmi nous, dans cette communauté dédiée à la vérité. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à fouiller ces documents censurés. Pour nous aider à exposer d'autres secrets d'État, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications. Si ce que vous avez appris aujourd'hui vous a interpellé, montrez-le nous avec un « j'aime ». Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez en découvrant comment ces rituels intimes ont forgé la politique européenne. Votre engagement est le moteur de nos recherches. La nuit du 2 février 1502, au cœur du Palazzo Ducal de Ferrare, le point culminant de mois de négociations paranoïaques est enfin arrivé.
Ce qui se passe ici n'est pas une célébration privée, mais l'acte final d'une transaction politique, une représentation théâtrale à laquelle assiste l'élite du pouvoir italien. Les festivités publiques, d'une opulence écrasante, se sont tues. Lucrèce est conduite à la chambre nuptiale. Les chroniques de l'époque, comme celle de Bernardino Zambotti, et les dépêches d'ambassadeurs, notamment celle du Vénitien Paolo Capello, bien que voilées d'euphémismes, confirment le caractère public de la mise au lit. Ce n'est pas un moment d'intimité, c'est une inspection. Lucrèce est déshabillée, non par son époux, mais par ses nouvelles dames de compagnie, les yeux de Ferrare. Chaque ruban dénoué, chaque couche de velours retirée, est un acte de vérification. Alfonso d'Este, son époux, subit le même rituel. Lorsque le couple est enfin au lit, les lourds rideaux de brocart ne sont pas tirés. Au pied du lit, ou dans l'antichambre immédiate, la porte laissée ostensiblement entr'ouverte, se tiennent les témoins. Ce ne sont pas des voyeurs lubriques au sens moderne, ce sont les garants légaux de l'acte. Parmi eux, des notaires apostoliques, plumes et parchemins à la main, prêts à rédiger l'acte de consommation prouvée. Sont présents les ambassadeurs des puissances rivales, dont la France et Venise, car la validité de cette union affecte directement l'équilibre des forces en Italie. Le père d'Alfonso, le duc Ercole Ier, supervise tout. Il est celui qui a exigé cette preuve, terrifié à l'idée que les Borgia puissent un jour répudier l'alliance. Le premier acte sexuel se déroule dans un silence pesant, clinique. Il est observé, ou du moins, sa conclusion est attestée. L'objectif est précis, prouver la puissance d'Alfonso. C'est l'annulation juridique directe de son premier mariage. Lucrèce, en se soumettant à cet acte, détruit publiquement le précédent que son propre père avait créé. L'impuissance, l'arme légale des Borgia, est neutralisée. Une fois l'acte accompli, les notaires consignent. Un témoignage apocryphe, attribué à une dame de compagnie, décrit Lucrèce comme pâle comme le marbre, mais sans une larme, ses yeux fixés sur le baldaquin, comprenant mieux qu'aucun homme dans la pièce ce qui se jouait. Mais cela ne suffit pas. La paranoïa des d'Este exige davantage. Après une courte pause, suffisante pour que les témoins attestent du premier succès, le rituel recommence. Le deuxième acte. Pourquoi ? Pour prouver sa propre capacité. Pour démontrer qu'elle est une épouse viable, capable de porter un héritier. Cela élimine la deuxième grande échappatoire juridique, l'inaptitude physique de l'épouse. Si la première fois anéantissait le passé, la deuxième verrouillait le présent. Les ambassadeurs prennent des notes. Ces dépêches, dont certaines bribes nous sont parvenues, ne parlent pas d'amour. Elles parlent de l'exécution du contrat et de la confirmation de l'alliance. La tension monte, car l'impensable est sur le point d'être exigé. Le troisième acte, c'est le coup de génie juridique, né de la peur la plus profonde. Une fois, c'est un fait. 2 fois, c'est une confirmation. 3 fois, c'est une vérité irréfutable, indissoluble. Personne, pas même le pape lui-même, ne pourra décemment plaider la non-consommation après une telle performance. C'est une saturation de la preuve. Ce troisième acte transmute le rituel. Il ne s'agit plus de prouver que le mariage a eu lieu. Il s'agit de le rendre éternel. C'est ici que l'humiliation maximale se renverse en pouvoir absolu. Lucrèce exécute la clause la plus dégradante de son contrat avec une perfection stoïque. Elle livre son corps, non pas 1, mais 3 fois, sous surveillance légale. Ce qui se passe immédiatement après est le véritable climax. Les notaires s'avancent. Les parchemins sont signés au pied du lit nuptial. Les ambassadeurs sont appelés à apposer leur sceau, non pas en tant qu'invités, mais en tant que témoins oculaires internationaux. Le corps de Lucrèce, épuisé, est désormais un document vivant. L'acte sexuel, par sa triple répétition et sa documentation publique, est devenu un fait juridique inattaquable. La femme qui a survécu aux annulations et aux assassinats vient de se forger une armure impénétrable. En se soumettant à la surveillance la plus totale, elle a gagné sa liberté. Les portes de la chambre peuvent enfin se fermer, mais le document légal est scellé. Lucrèce Borgia n'est plus la fille du pape, un pion à échanger. Elle est, par la force de cet acte, la future duchesse de Ferrare. L'aube du 3 février 1502 ne se leva pas sur une simple duchesse, mais sur une forteresse politique. Les protocoles de vérification qui suivirent furent aussi froids et méthodiques que le rituel de la nuit. Le jour d'après fut la seconde phase de l'alchimie juridique.
Les premiers à entrer dans la chambre ne furent pas des serviteurs, mais les témoins officiels. La première preuve fut l'exhibition rituelle des draps, une pratique courante, mais ici investie d'une signification légale écrasante. C'était la preuve visuelle, destinée à la cour et aux chroniqueurs, confirmant les rapports des notaires. Mais la véritable validation résidait dans les documents. Les actes notariés, rédigés la nuit même, furent immédiatement copiés et expédiés par des courriers express aux 4 coins de l'Europe. Les dépêches des ambassadeurs, envoyées à Venise, en France et à Rome, ne décrivaient pas une noce. Elles ratifiaient un fait politique. L'alliance Borgia-d'Este était désormais indissoluble. Les conséquences immédiates furent sismiques. Le duc Ercole Ier, le beau-père paranoïaque de Lucrèce, fut le premier à changer d'attitude. La suspicion laissa place à un soulagement calculé. Sa lignée était sécurisée, son duché protégé d'une annulation Borgia. Pour Alfonso d'Este, son époux, Lucrèce n'était plus une imposition dangereuse de son père. Elle était la mère validée de ses futurs héritiers. Mais la répercussion la plus profonde, le véritable impact dévastateur de ce rituel, se révéla 18 mois plus tard, en août 1503. Le pape Alexandre VI mourut soudainement. L'empire Borgia, construit sur le pouvoir d'un seul homme, s'effondra comme un château de cartes. César Borgia, le frère redouté de Lucrèce, fut traqué, dépouillé de ses terres et emprisonné. La fortune de la famille fut anéantie. C'est à ce moment précis que Lucrèce aurait dû tomber. Isolée à Ferrare, entourée d'ennemis de sa famille, elle était la cible parfaite. Les Sforza, humiliée par sa première annulation, ou les Aragons, pleurant son second mari assassiné, auraient pu exiger sa répudiation. Le nouveau pape, Jules II, un ennemi mortel des Borgia, aurait pu dissoudre l'union. Mais personne ne le fit. Personne ne le pouvait. Le rituel de la triple consommation avait fonctionné au-delà de toutes les espérances. Les documents étaient scellés. Les témoins étaient trop puissants. Contester le mariage de Lucrèce Borgia aurait signifié accuser les ambassadeurs de France et de Venise de parjure et les notaires apostoliques de fraude. Cela aurait signifié que le duc de Ferrare lui-même avait accepté une union frauduleuse. L'acte conçu pour être sa prison était devenu son armure d'acier. Elle était intouchable. La vulnérabilité maximale avait été transmutée en sécurité maximale. Libérée de sa propre famille et protégée de leurs ennemis, Lucrèce put enfin commencer sa métamorphose. Elle abandonna l'identité de Borgia pour devenir la Buona Duchessa, la bonne duchesse de Ferrare. Elle transforma sa cour en l'un des centres artistiques les plus brillants de la Renaissance, protégeant des poètes comme l'Arioste. Elle gouverna le duché avec une compétence remarquable en l'absence de son mari. Cette transformation, sa survie même, fut achetée cette nuit-là. En acceptant de réduire son corps à un document vivant, en exécutant la clause la plus dégradante, elle avait neutralisé de façon permanente la capacité de quiconque d'utiliser son corps ou sa réputation contre elle. L'humiliation publique fut le prix de sa liberté politique. Le véritable héritage de cette nuit du 2 février 1502 n'est pas la survie de Lucrèce Borgia, mais la création d'un précédent politique qui a été délibérément et systématiquement effacé de l'histoire. Ce qui a été transmis à la postérité, c'est la légende noire, une tapisserie sensationnaliste tissée de rumeurs d'inceste, d'empoisonnement et de débauche. Cette légende, largement propagée par les ennemis jurés des Borgia après la mort du pape Alexandre VI, a fonctionné comme la forme de censure la plus efficace qui soit. Elle a servi à enterrer une vérité bien plus dérangeante sous un amas de scandales moraux. Pourquoi ? Parce que la vérité documentée de cette nuit de noces était, d'une manière fondamentale, plus subversive que les rumeurs les plus folles. Les accusations d'inceste avec son père ou son frère, si choquantes fussent-elles, restaient dans le domaine du péché privé, de la monstruosité d'une seule famille. Elles permettaient de condamner les Borgia en tant qu'individus déviants. La vérité du rituel de la triple consommation était d'une nature radicalement différente. Il ne s'agissait pas d'un acte secret ou d'une perversion cachée, mais d'une procédure publique, froide, méticuleuse, sanctionnée par l'Église, exécutée par l'État et documentée par des notaires apostoliques. Exposer cette vérité, ce n'était pas accuser une famille de débauche, c'était accuser le système lui-même. C'était admettre que la papauté, la noblesse et la diplomatie européenne avaient institutionnalisé l'humiliation sexuelle comme un outil de validation contractuelle.
Il était plus facile pour l'histoire de se souvenir de Lucrèce comme d'une empoisonneuse que d'admettre qu'elle fut un document vivant, car cela exposait la nature cynique et légaliste du pouvoir renascentiste. Les tentatives d'effacer cette histoire sont visibles dans la manière dont les chroniqueurs ultérieurs ont traité l'événement. Les documents qui prouvent le rituel, les dépêches des ambassadeurs, les chroniques de Ferrare n'ont pas été détruits. Ils étaient trop importants sur le plan légal. Ils ont été silencés. Enfouis dans les archives d'État, ils ont été considérés comme de simples détails de protocole, leur signification profonde volontairement ignorée au profit du mythe plus divertissant. Lucrèce elle-même, une fois son pouvoir consolidé, a participé activement à cet effacement. Elle avait tout intérêt à ce que l'on oublie les conditions de son arrivée à Ferrare. Elle a passé le reste de sa vie à forger une nouvelle identité, celle de la Buona Duchessa, la bonne duchesse. Elle est devenue une mécène des arts, protégeant l'Arioste. Elle a gouverné le duché en tant que régente avec une compétence et une piété remarquables, gagnant l'amour durable de son peuple. Mais cette transformation stupéfiante, sa métamorphose de pion des Borgia en souveraine respectée, dépendait entièrement de l'efficacité de cet héritage caché. Lorsque son père mourut en 1503 et que l'empire Borgia s'effondra, son mariage fut le seul atout familial qui survécut à la purge. Il était trop documenté, trop attesté, trop public pour être annulé. L'héritage caché est donc une leçon de pouvoir. Lucrèce a survécu non pas malgré l'humiliation, mais grâce à elle. Elle a compris la paranoïa juridique de son temps et l'a retournée à son avantage. En se soumettant à la preuve la plus dégradante, elle a acheté sa sécurité permanente. Cette connexion surprenante entre le contrôle intime et le pouvoir d'État est une vérité universelle qui résonne bien au-delà de l'Italie. Le cas de Lucrèce est simplement le plus documenté et le plus légaliste. Mais ce mécanisme se retrouve dans les rituels du coucher public à la cour de France, où des dizaines de courtisans attestaient que le roi et la reine partageaient le lit conjugal. Il se retrouve dans les obsessions dynastiques de toutes les civilisations, des inspections de virginité des princesses espagnoles aux vérifications de fertilité des concubines à la cité interdite. L'alchimie juridique de la chair est une constante du pouvoir. Lucrèce Borgia n'en fut pas seulement la victime, elle en fut la maîtresse exécutante. L'histoire de Lucrèce Borgia n'est qu'un des innombrables secrets scellés dans les archives du pouvoir. La véritable histoire des femmes qui ont navigué dans ces cours impitoyables, celle dont le corps fut à la fois une prison et une arme, est rarement enseignée. Ces révélations, ces vérités complexes cachées derrière les mythes, sont le cœur de notre alcôve. Nous croyons que comprendre ces mécanismes passés nous éclaire sur notre présent. La force dont Lucrèce a fait preuve pour transformer l'humiliation en pouvoir est un écho de la résilience qui traverse les siècles. Si vous partagez cette passion pour la vérité, si vous désirez accéder à un savoir réservé à une élite, alors notre communauté est votre sanctuaire. Pour garantir que nous puissions continuer à exhumer ces documents interdits, votre soutien est notre seule garantie. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour être la première informée de nos prochaines révélations. Laissez un j'aime si cette enquête a changé votre perception de la Renaissance. Dites-nous en commentaire quelle autre reine, impératrice ou maîtresse de la cour de France, ou d'ailleurs dont vous exigez de connaître la véritable histoire. Partagez votre ville ou votre région pour que nous puissions cartographier notre communauté de passionnés d'histoire. Nous vous promettons de revenir bientôt avec des secrets impériaux encore plus profonds que personne n'a jamais osé raconter.